C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau thème de Retour à l'écran. Aujourd'hui on sort les gunbox, les fusils à pompe et les punchlines qui claquent. Hasta la vista, baby. Parce qu'on va parler de deux légendes bodybuildées qui ont fait exploser les écrans depuis plusieurs décennies. Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Et pour en parler, je ne serai pas seul. Toute l'équipe de Retour à l'écran est cette fois sur le front, prête à départager ces deux monstres sacrés du cinéma d'action. Deux icônes, deux égaux, deux bras droits capables de soulever l'Amérique et aussi un lance-roquette. Et c'est parti pour un duel de titans. Moi c'est Max, et avec moi il y a Mick. Salut. Salut Mick. Salut. Alors toi tu fais partie de quelle team ? Moi je suis la team Sly Stallone. Ok, avec nous il y a Adrien aussi, salut Adrien. Salut. Alors toi c'est quoi ta team ? Bon, moi c'est Stallone 100%, Marion Cobretti, on est là pour ça. On va en parler. Et puis il y a Eric, salut Eric. Salut. Toi tu fais partie de quelle team ? Alors moi, sans aucune hésitation, c'est la team Arnold Schwarzenegger, mais bien sûr, bien évidemment. Oh là là, ça va être le fight. Pour équilibrer les choses, moi je vous cache pas que je suis plutôt team Stallone, mais j'aime beaucoup Schwarzenegger aussi, donc pour équilibrer, je vais rentrer dans la team d'Eric aussi. Comme ça on sera 2 contre 2. Traître. Ouais, je me sens, je nous sens un peu en minorité, ça veut dire, parce que si je peux me permettre, moi je suis team Schwarzenegger, mais il y aura peut-être des moments dans leur carrière où je vais peut-être glisser un peu aussi, quoi. Donc Glissons. On reste tous solidaires quand même. Écoute, je pense qu'on va pouvoir aussi faire la même chose avec Stallone parce qu'il y a quand même des petits écarts à faire avec Schwarzenegger. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Vous le savez, ils ont dominé les écrans pendant plus de 2 décennies. L'un, icône autrichienne taillée comme une statue grecque, a débarqué à Hollywood avec un accent improbable et une ambition d'acier. L'autre, un gamin italo-américain de New York, a écrit son propre rôle pour s'imposer dans un système qui ne voulait pas de lui. Schwarzenegger contre Stallone. 2 noms, 2 styles, 2 visions du héros américain. Le surhomme contre l'homme brisé. Le Terminator contre le boxeur. Mais surtout 2 légendes qui ont marqué à jamais le cinéma d'action. Alors qui des deux a laissé l'empreinte la plus indélébile ? Qui a le plus incarné les fantasmes d'une Amérique en pleine mutation ? Et surtout, comment le cinéma a-t-il absorbé et parfois digéré leurs excès, leurs muscles, leurs explosions pour en faire des mythes ? En 3 temps, nous allons revenir tous ensemble sur leur trajectoire croisée, leurs films les plus marquants, leurs rôles cultes, mais aussi sur tout ce que leurs carrières disent du cinéma hollywoodien, mais également du monde qui l'entoure. Si la carrière des 2 acteurs a explosé dans les années 80, elle a pour chacun commencé bien avant. Alors Eric, toi qui fais partie de la team Schwarzenegger, tu vas nous parler de la carrière d'Arnold avant ces années 80. Alors tout à fait, donc je vais vous faire depuis son enfance, depuis sa naissance. Donc Arnold Alois Schwarzenegger, né le 30 juillet 1947 à Thal, c'est un petit village autrichien près de Graz. Il est le 2e fils de Gustav Schwarzenegger, ancien officier de l'armée autrichienne devenu policier, et d'Aurelia Jarny, qui est femme au foyer. Il vit dans un environnement économiquement précaire et subit régulièrement les sévices de son père, alcoolique et violent. Gustav préfère ouvertement Ménard l'aîné et stigmatise Arnold car il ne le trouve pas assez viril. Donc ça c'est pour nos auditeurs qui sont fans de psychanalyse. Inutile de dire que le jeune Arnold n'a qu'un objectif en tête, fuir le foyer familial et prendre si possible une revanche sur les violences de son paternel. Sa porte de sortie sera le culturisme qu'il découvre enfant, notamment à travers les films et les magazines américains. Il s'entraîne intensivement dès son adolescence et commence les compétitions. En 1965, alors qu'il fait son service militaire en Autriche, il fait le mur et remporte son premier grand titre, celui de Monsieur Europe Junior. Au retour de la caserne, il est même puni d'1 semaine de prison militaire, mais gagne le respect de ses supérieurs. Sa carrière de culturiste est ensuite fulgurante. En 1967, à seulement 20 ans, il devient le plus jeune monsieur univers de l'histoire. Il déménage à Londres, puis dans son pays de rêve, les États-Unis, en 1968. Il s'installe à Los Angeles, qui est l'épicentre mondial du bodybuilding. Il fait déjà sensation et on le surnomme le chêne autrichien. Il s'entraîne activement pour le titre de Monsieur Olympia, qui est la distinction ultime des culturistes. Il remporte le prix en 1970 à seulement 23 ans, ce qui fait de lui le plus jeune Monsieur Olympia de l'histoire encore aujourd'hui.
Winner of the 1975 overall Mr. Olympia, the one and only, the greatest, Arnold Schwarzenegger. Il remporte à nouveau le titre dans les années suivantes et cumulera 7 victoires en tout. Désormais au sommet de sa discipline sportive, Arnold Schwarzenegger cherche de nouveaux défis. Il devient homme d'affaires et investit dans l'immobilier. C'est bien évidemment une carrière d'acteur dans le cinéma qui le fait rêver. Il obtient son premier rôle avec Hercule à New York en 1970 grâce à son agent qui pipote la production du film en affirmant qu'il a fait beaucoup de théâtre au Royaume-Uni, ce qui est bien évidemment complètement bidon. Résultat, Arnold offre une prestation médiocre dans un anglais très approximatif, car il maîtrise que très moyennement la langue. Sa voix est doublée, on le renomme Arnold Strong car on estime que son véritable nom est imprononçable, mais rien n'y fait, le film est un nanar et un faux départ total pour sa carrière d'acteur. I am tired of the same old faces, the same old thing. Ensuite, Arnold va faire de la figuration dans Le Privé de Robert Altman. Heureusement, en 1976, un rôle plus consistant lui est offert. C'est le réalisateur du nouvel Hollywood Bob Rafelson qui le remarque et lui confie le rôle d'un culturiste autrichien dans Stay Hungry, aux côtés de Jeff Bridges et de Sally Field. Sa prestation lui vaut le Golden Globe du meilleur jeune espoir, une belle reconnaissance de la profession, mais le film reste malheureusement trop confidentiel aux yeux du grand public. C'est le documentaire Pumping Iron, Arnold le Magnifique en France, qui le fait connaître du grand public. Le film sort en 1977 et retrace le parcours d'Arnold dans sa course au titre de Monsieur Olympia quelques années plus tôt. Le film est un succès et s'exporte partout, même si c'est un documentaire. Jackie Onassis est l'une de mes admiratrices, elle a amené toute sa famille voir mon film. Et vous savez, le sport c'est très à la mode en Amérique. Fin 70, Schwarzenegger a quelques propositions, mais il est toujours prisonnier de son corps musculeux et de son accent autrichien. Il joue un cow-boy benet dans Cactus Jack aux côtés de Kirk Douglas et de Anne Margaret, ou encore un téléfilm biographique retraçant la fin de carrière de la comédienne Jane Mansfield, alors mariée à un culturiste hongrois, mais rien de bien fou. Heureusement, en parallèle, un cinéaste, John Milius, décide d'adapter Conan le Barbare de l'écrivain Robert E. Howard. Il cherche désespérément un acteur capable d'incarner le célèbre personnage de fantasy, mais personne ne le convainc vraiment. C'est alors que Milius tombe sur le documentaire Pumping Iron, et c'est à ce moment que le destin cinématographique d'Arnold Schwarzenegger va définitivement basculer, mais ceci est une autre histoire. On reviendra plus tard plus en détail sur Conan, mais avant Mick, toi qui fais partie de la team Stallone, raconte-nous son parcours pendant ces mêmes années 70, qui le verra devenir célèbre grâce au premier opus d'une longue saga devenue culte. Ouais, alors Sylvester Gardenzio Stallone, lui, il naît le 6 juillet 1946 à New York, dans un quartier pauvre surnommé le Hell's Kitchen. Mais c'est lors de l'accouchement qu'un mauvais usage de forceps lui sectionne un nerf facial. Résultat, paralysie partielle de la bouche et une paupière tombante. Il zozote, son visage est asymétrique et il devient très tôt une cible pour les moqueries. J'ai toujours pensé que c'était l'esprit la meilleure arme. Les temps changent. Peut-être pour vous. Alors, il grandit dans une famille instable, lui aussi, un père coiffeur violent, une mère diseuse de bonne aventure et qui a été danseuse de cabaret par le passé. Et ses parents, justement, divorcent alors qu'il a que 11 ans. Et il est trimballé d'un foyer à l'autre, entre école publique et établissement pour enfants perturbés. Et donc, on va l'exclure régulièrement, mais lui, il se défoule sur le terrain de football et dans les salles de sport. Il part étudier 2 ans en Suisse, à l'American College, et puis il rentre aux États-Unis. Il suit des cours d'art dramatique à l'université de Miami. Et il finit par tout plaquer pour tenter sa chance à New York. Mais rien ne vient facilement. Alors, en attendant, il vend des pizzas, il nettoie des cages aux zoos, il découpe du poisson, il bosse comme un ouvreur dans un cinéma. Et puis pour manger, il accepte en 1970 un rôle dans un film érotique à petit budget qui deviendra bientôt célèbre plus tard sous le nom de L'étalon italien. Ce que je crois, c'est qu'au fond, personne ne te comprend. Ah, mais toi, oui. C'est moi qui t'ai donné du plaisir depuis 3 ans, pas une autre. Là, tu deviens obscène. Mais bon, il assume, il était fauché. D'ailleurs, il est obligé de vendre son petit chien Buctus, son seul compagnon, et il le rachètera bien plus tard après le succès de Rocky. Puis alors après, Stallone, lui, il enchaîne les rôles secondaires. On va le retrouver en voyou dans Banana de Woody Allen. Il va jouer un flic dans Clout d'Alan Pakula. Il joue un rôle de pseudo-révolutionnaire dans No Place to Hide, qu'on a renommé en France par Rebelle. Ou encore un jeune dur dans Les mains dans les poches. Et c'est dans sa petite chambre, sans chauffage, qu'il tape à la machine beaucoup de scénarios, qui seront tous, mais alors tous, refusés.
Et puis un soir, le 24 mars 1975 exactement, il regarde le combat de boxe entre Mohamed Ali et Chuck Wepner. C'est un boxeur quasi inconnu qui tient tête au champion, qui résiste, encaisse et chute avec panache. Et là, c'est une révélation pour Stallone. Il va écrire le premier jet du scénario de Rocky en seulement 3 jours. Et à ce moment-là, Stallone, c'est quand même un survivant. Il est quand même cabossé, épuisé, mais il est toujours debout. Et c'est cette rage de vivre qu'il injecte dans Rocky, ce boxeur sorti de nulle part. Il propose son scénario à plusieurs studios qui veulent l'acheter, mais sans lui dans le rôle principal. Alors, il refuse des dizaines de milliers de dollars parce que lui, il ne vend le script qu'à condition d'en être la star. C'est la société Sharktoff-Winkler qui accepte de produire le film avec Stallone en tête d'affiche et ils parviennent à convaincre la United Artists de financer le film avec un petit budget de $1 million. Et après le triomphe planétaire de Rocky que tout le monde connaît en 1976, Stallone est catapulté superstar. Mais pourtant, la suite est moins simple qu'il n'y paraît. Car en 1978, il tente un virage un peu plus personnel avec La Taverne de l'Enfer, qui est son premier film en tant que réalisateur et qui évoque le quartier de sa naissance. C'est un film sincère, mais il peine à convaincre la critique et le public. La même année, il donne la réplique à Faye Dunaway dans Fist, un drame social qui est inspiré de la vie du syndicaliste Jimmy Hoffa. Il a coécrit le scénario, on va dire qu'il fait une performance solide, mais le film passe relativement inaperçu. Alors, pour reprendre un peu ses galons, il reprend les gants de Rocky dans Rocky 2, La Revanche, qu'il réalise lui-même. Et là, le film cartonne au box-office, ce qui prouve que le personnage n'était pas qu'un coup de chance. Et donc, en 1980, il tourne À nous la victoire de John Huston, aux côtés de Michael Caine et du footballeur Pelé. Mais c'est un autre projet qui l'occupe déjà, un scénario sur un vétéran du Vietnam qui pète les plombs dans une petite ville, John Rambo. Mission accomplie. Merci à vous deux pour ces portraits. C'est vrai qu'on reviendra sur Rambo un peu plus tard. Avant qu'on passe à la suite, vous avez quand même cité pas mal de films. On peut quand même en parler. Bien sûr. Parce que c'est difficile de faire l'impasse, notamment sur Rocky 1 et 2, forcément. Ouais. Alors que vous fassiez partie de la team Stallone ou Schwarzenegger, j'ose quand même espérer que ces deux Rocky fassent au moins l'unanimité. Oui. Alors Rocky 1 surtout. Ouais. Après Stallone, c'est compliqué parce que quand on dit nos teams, c'est aussi des teams de cœur, je pense. Ouais. Et c'est aussi des teams qui sont liés à notre vie cinéphile et à quel moment on a pris aussi certains biais, parce qu'on parle quand même de 2 icônes de pop culture d'une certaine manière. Donc moi, en étant team Schwarzenegger, je suis pas en mode cinéphile en train de compter les points avec un ordre chronologique. C'est que je réfléchis à comment j'étais quand j'étais jeune et comment j'ai abordé leur carrière. Et moi, la carrière de Stallone, je l'ai abordé plus tard. Rocky, c'est un film que j'ai vu quand j'étais déjà grand ado, limite jeune adulte, quoi. Donc c'est un film qui fait l'unanimité, qui est extraordinaire. Je parle du premier Rocky et le premier Rambo, c'est pareil. Je les ai vus un petit peu plus tard, mais justement, je pense que c'était le bon moment de les voir avec un peu de maturité, en connaissance aussi du personnage, de sa bio qui est quand même incroyable à Stallone. Et donc, il a fallu un peu de temps aussi pour comprendre ce qu'il y avait derrière ces films-là. Moi, personnellement, c'est les premiers opus que je trouve très intéressants chez ces 2 franchises de Stallone, quoi. Et toi, Adrien ? Moi, je suis j'aime autant les deux, évidemment. J'ai aussi beaucoup d'affection pour Schwarzy, mais c'est sûr que Stallone, pour moi, d'un point de vue personnel, mais même aussi en étant objectif en termes de carrière et de talent, d'écriture, etc. On peut difficilement être dans une autre team. Bon, moi, on sait que je suis là parce que Cobra. Je pense qu'on va le comprendre au fur et à mesure. L'obsession du gars. Voilà. Je pense que je vais pas me faire que des amis ce soir. C'est limite fétichiste. Ouais, c'est ça. Bah, moi, de toute façon, mes préférés, c'est Cobra et Rocky 4, tu vois. Donc, je suis vraiment dans le. Ah ouais. De l'autre côté de la barrière. Le haut du panier, quoi. Mais oui, non, j'aime autant les deux et on y reviendra. Mais c'est vrai que cette rivalité, au final, presque fantasmée, n'existe pas vraiment, en tout cas pas dans nos cœurs. Et pour Rocky, Moi, Rocky, j'ai découvert un peu tard, comme Eric, mais peut-être 20 ans plus tard quand même. Au moins. Petit tacle du jeudi soir. non, mais je veux dire pour mettre dans le contexte. Mais non, j'ai découvert ça. Je pense que Rocky, j'ai découvert ça début lycée, donc j'avais quand même déjà les codes du truc. Je l'ai pris vraiment en pleine poire. Et sinon, avant ça, j'avais vraiment pas de culture Stallone à part Cobra et Demolition Man, quoi.
Donc Rocky, ça m'a vraiment montré une autre partie de Stallone et qui m'a beaucoup plus touché. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que hormis Cobra, le film de cœur, c'est quand même Rocky. Alors moi, je suis plus Rocky 3-4 que 1-2, hein, mais pour éviter la sieste, quoi. Oh, le choc. Mais, j'adore le 5 aussi. Oh putain, merde. Ah là là. Putain, je veux changer de team, les gars. On te le laisse, hein. Ah bah voilà, non mais au moins je serais là pour défendre les points un peu plus sensibles. Non mais ça c'est vrai. Au moins ces bouses seront défendues et ça en tout cas c'est tout à ton honneur. Oui, c'est beau. Ok, et toi Mick ? Bah moi en fait je pense que c'est un peu pareil pour toi et moi Max, c'est que moi j'ai vraiment découvert Rocky, j'étais tout minot, alors je sais plus si c'était en VHS ou déjà sur France 3, enfin sur FR3 à l'époque, je sais que j'ai découvert le 3e au cinéma, mais j'avais déjà vu le premier et le 2e pareil avant, et c'est vraiment une saga, alors le premier particulièrement parce que je le trouve vraiment brillant et c'est le meilleur d'entre tous. Bon, voilà, on va pas tergiverser, même s'il y a des très bons épisodes. Mais le premier, il est quand même parfait en termes de construction narrative, de ce que ça raconte, d'émotion, de force émotionnelle, même si, voilà, les autres, il y a des choses. Et moi, je suis vraiment hyper attaché à ce film, non seulement pour ses qualités que j'arrive à admirer aujourd'hui en tant qu'adulte, mais même le côté cinéma doudou, mais vraiment là c'est vraiment un film avec lequel j'ai grandi, que j'ai évolué avec, il a accompagné toute mon adolescence, mes jeunes années d'adulte et tout ça, et je suis très attaché. Même je pense qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, je pense que ma saga préférée c'était les Star Wars, mais je pense que objectivement aujourd'hui ma saga préférée c'est vraiment les Rocky, avec les défauts de Rocky 5 moi je trouve, mais je trouve que voilà c'est je vais avoir du mal à être objectif avec ce film et cette saga, quoi. Moi, je vous rejoins. C'est vrai que ça fait partie. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je me situe dans la team Schwarzenegger, mais c'est vrai que j'ai un rapport particulier à Stallone parce que c'est le premier que j'ai découvert en étant. Alors là, pour le coup, vraiment gamin. J'ai découvert les Rocky sur Antenne 2 à l'époque. C'était la première fois que j'avais vu le premier Rocky, c'était à Noël. Ça doit être en 85, 86. Donc, j'avais 11 ans, hein, donc voilà, c'est la première fois que je voyais ça a été une espèce de claque pour moi. Et c'est vrai qu'après, et aujourd'hui, ça fait le personnage de Rocky je pense que c'est le personnage, mon personnage de fiction préféré, en tout cas sur lequel j'ai le plus d'attachement. Et Schwarzenegger, je l'ai découvert pas très longtemps après. C'est vrai que j'ai vu le premier Conan, peu de temps après, finalement, et donc moi, je les ai suivis vraiment de manière parallèle, découverts quasiment en même temps, et suivis de manière parallèle, même si j'ai une préférence pour l'un, mais après, il y a des films que j'aime moins, enfin bon, on en reparlera, tout ça. Mais c'est un peu comme vous, en fait, ça fait partie, en fait, l'attachement que je peux avoir pour ces deux personnages, parce qu'on peut dire que ce sont des personnages, parce que même on en parlera plus tard, mais ils se sont caricaturés eux-mêmes, à force, j'ai beaucoup d'affection pour ces deux gars, quoi. Être ou ne pas être. Ne pas être. Bon, maintenant qu'on a vu comment ces deux futurs poids lourds d'Hollywood ont émergé chacun à leur façon, Adrien, toi tu vas nous parler de ce qui les distingue, malgré certains points communs. Quand on parle de la rivalité entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, on pense souvent à leur ressemblance. Ce sont deux stars de cinéma d'action aux films explosifs, avec des muscles saillants, qui faisaient déjà fantasmer Mick dans son grand lit froid. Pourtant, ce qui rend leur opposition si intéressante, ce sont justement leurs différences profondes, autant dans leur parcours que dans leur style. D'abord, il y a une différence d'origine. Stallone est un pur produit de l'Amérique urbaine. Fils d'immigrés italiens, c'est un outsider, un battant, pas très raffiné mais déterminé. Son succès repose sur la forme de sincérité brute, une émotion à fleur de peau. Schwarzy, lui, vient d'Autriche. C'est un champion de culturisme, arrivé à Hollywood avec un accent marqué, un physique hors norme et une ambition redoutable. Là où Stallone incarne le héros humain, parfois brisé, Schwarzenegger est une sorte de machine invincible. Tu es un Terminator, pas vrai? Oui, je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Oh la vache! Ensuite, le rapport à l'humour et à l'autodérision les oppose. Stallone, dans ses grands rôles, reste généralement sérieux, intense et dramatique. Il incarne la souffrance, le combat intérieur. Schwarzenegger, lui, a souvent joué avec son image. Il n'a pas hésité à tourner dans des comédies d'action ou à exagérer volontairement ses personnages. Même leur rapport à la violence est différent. Stallone, c'est la douleur, les blessures, les séquelles de ses combats. Dans Rambo, on voit un homme détruit par la guerre, pas juste un tueur.
Schwarzenegger joue plus souvent des figures de puissance pure, une violence qui est rapide, efficace, presque clinique. Enfin, leur approche du succès révèle un autre contraste. Stallone est un créatif, il écrit, il réalise et il invente ses personnages. Il contrôle son propre univers, et c'est pour ça que c'est le meilleur d'ailleurs au passage. Je te donne 10 minutes pour le prouver. Après, je te descends. Schwarzenegger, lui, est un stratège. Il choisit les bons projets, s'entoure des bons réalisateurs, pense comme un homme d'affaires. Toutes ces différences ont alimenté leur rivalité parce qu'il les plaçait dans des camps opposés. L'un était le symbole du rêve américain à la force des poings, l'autre celui d'un homme venu d'ailleurs qui domine par la discipline et l'intelligence tactique. Merci Adrien. Bon, ton amour inconditionnel de Stallone t'a fait oublier que lui aussi il a tenté de jouer la carte de l'humour et de l'autodérision, mais pour lui ça s'est quand même pas super bien passé, hein. On en parlera plus tard, mais Arrête où ma mère va tirer, l'embrouille dans le sac, et notamment, c'est pas ce qu'il a réussi de mieux dans sa carrière. En tout cas, c'est vraiment pas un registre sur lequel il était à l'aise. Peut-être plus dans Demolition Man, mais ça aussi on en reparlera plus tard. Que quelqu'un me refoute au frigo. On l'a vu, les deux hommes émergent dans les années 70, à une époque un peu particulière des États-Unis. En effet, les années 70 marquent une période de profond désenchantement pour ce pays. Politiquement, le pays est secoué par une série de crises, la guerre du Vietnam qui s'enlise avant de s'achever en 1975 sur une défaite amère, le scandale du Watergate qui fait tomber Nixon en 1974, et l'économie qui est frappée par le choc pétrolier et la stagflation. L'image d'une Amérique conquérante s'effondre, laissant place à la méfiance envers les institutions, aux doutes identitaires et à une perte de confiance collective. Sur le plan cinématographique, cette crise se reflète à l'écran. C'est la fin de l'âge d'or hollywoodien et la naissance du nouvel Hollywood. Une nouvelle génération de réalisateurs comme Scorsese, Coppola ou Spielberg prend le pouvoir et bouscule les codes. Le héros n'est plus un modèle, c'est souvent un anti-héros, fragile, marginal, parfois même désabusé ou violent. Les films abordent frontalement la corruption, la guerre, le racisme, la pauvreté et les failles du rêve américain. C'est aussi l'époque où le cinéma devient plus réaliste, plus sombre, plus personnel. On filme dans la rue avec moins de glamour et plus de vérité. Des films comme Taxi Driver, Apocalypse Now et comme on l'a vu Rocky incarnent cette bascule. Des histoires d'hommes cabossés dans une Amérique qui doute d'elle-même. Et c'est dans cette faille que vont s'engouffrer Stallone et Schwarzenegger au tournant des années 80. Take it back. Do 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 do. Take it back. Yeah 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 yeah. Au début des années 80, tout va changer. Les États-Unis décident d'engager un virage conservateur. En 1980, Ronald Reagan est élu président. Ancien acteur devenu gouverneur, il incarne le retour à l'ordre, à l'optimisme et aux valeurs traditionnelles après une décennie de doute. Son slogan « Let's make America great again » hey, mais ça vous rappelle rien ça ? Donne le ton. Patriotisme, libéralisme économique et fermeté face à l'étranger. Il relance la guerre froide avec une posture très dure envers l'URSS qu'il qualifie d'empire du mal. C'est la diplomatie des muscles et des missiles. Qui êtes-vous ? Ton pire cauchemar. Sur le plan intérieur, Reagan met en place une politique économique ultralibérale, les Reaganomics, avec baisse d'impôts, dérégulation et réduction de l'État. Le but, stimuler la croissance par le marché. Et résultat, un rebond économique, mais aussi plus d'inégalités. Dans les médias et la culture populaire, cette époque valorise la réussite individuelle, la force et le retour du héros triomphant. L'Amérique veut croire à nouveau en sa puissance, notamment en mettant en vedette des acteurs masculins ultra virils. J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Et justement, j'ai très faim. D'un côté, Arnold Schwarzenegger incarne, on l'a déjà dit, la puissance brute, l'inhumain, le mythe. Il est ce que Reagan vendait. L'Amérique invincible, musclée, indestructible. Mais qui es-tu ? Conan, j'ai entendu parler de toi. Assez parlé ! De l'autre, Sylvester Stallone propose lui un contre-modèle. L'Amérique blessée, traumatisée par le Vietnam, qui souffre mais survit. Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris ? Cette mission est terminée. Rien n'est terminé ! Rien ! En 1982, les deux hommes reviennent donc sur les écrans avec 2 films illustrant parfaitement cette nouvelle Amérique. Conan d'un côté et Rambo de l'autre. Donc on va maintenant pouvoir parler de ces 2 films, 2 chefs-d'œuvre parce que bon, perso je peux pas rester que dans la team Schwarzy, tant ce sont 2 films majeurs de leur filmographie. Ouais. Ça y est, ça commence. Ben, on commence peut-être par Conan, puisqu'on a parlé déjà un peu de Stallone, on s'est un peu
éternisé sur Rocky, mais Conan, moi quand je découvre Conan, c'est un choc. Alors moi je l'ai pas vu malheureusement au cinéma, je l'ai vu en VHS, juste à sa sortie vraiment VHS. Et alors là, rien que l'intro avec les chants, enfin la musique incroyable, la mère qui se fait décapiter devant les yeux de son fils, tout ça. Et puis après le corps musculeux de Schwarzenegger que je découvre et tout l'univers qui est méga crédible, on se dit mais ça a existé ou pas, etc. D'ailleurs au passage c'est un univers qui a été crédibilisé par plein de gens, mais notamment par quelqu'un qui s'appelle Ron Cobb, qui est décédé il y a quelques années, qui était un concept designer et un artiste à qui l'on doit la DeLorean de Retour vers le futur, voilà, le design de choses comme ça, et qui lui était un passionné d'éléments très concrets, tout ça. Et donc tout ça confère un film d'heroic fantasy comme on n'en avait jamais vu, même si un peu au même moment il y avait une adaptation du Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi en animation, des trucs comme ça. Il y a eu le Dragon du lac de feu, mais c'était quand même pas totalement convaincant. Là vraiment Conan c'est énorme quoi, et la violence contenue et même des fois déchaînée du film était vraiment un pur bonheur pour un adolescent quoi. Enfin pour moi j'étais encore enfant quoi. Moi Conan c'est un film, mais c'est un monument pour moi, parce que moi je sais plus quand je l'ai vu exactement en entier, parce que je me souviens que au cinéma je rêvais de le voir, j'étais trop petit, et que mes parents avec des amis avaient fait 2 équipes, et dont mon papa avec je ne sais plus qui était parti voir Conan, et moi un vulgaire Disney, je ne sais plus ce que j'ai vu, mais en tout cas je rêvais de voir forcément l'autre film. Et après quand il est sorti en cassette, donc on l'avait chez nous, parce que je pense qu'on n'était pas les seuls. Bon, je vais avouer un truc, appeler la police, on copiait des fois nos cassettes VHS. Et voilà, excusez-moi, je l'ai dit, il fallait que je le dise, voilà, je me sens soulagé. Et voilà, maintenant, ma conscience est voilà. Donc on pouvait le voir en boucle, et je me souviens, j'avais pas le droit de le voir, j'étais encore trop jeune. Et mon père, qui adorait le film, le regardait, et la télé était bien évidemment au milieu du salon, le salon était au milieu de la maison, et donc moi, pour passer de ma chambre à dehors, en fait, je faisais exprès de faire des allers-retours dans le salon pour espérer voir des bouts du film, et donc j'ai vu Conan en petits morceaux comme ça, et comme mon père le regardait plusieurs fois, donc dans n'importe quel ordre, j'étais vraiment sidéré en fait par les visions de ce film. Et je sais plus quand je l'ai vu en entier, mais je sais que c'est un film, moi, que je trouve, mais même maintenant encore, qui est incroyable. Et c'est pour ça que moi je suis dans la team Schwarzy, parce que Schwarzy c'est quand même un acteur, on est d'accord que c'est pas le plus grand acteur du monde en termes de composition, etc. Mais en termes de personnalité et de ce qu'il incarne comme un acteur de cinéma, c'est-à-dire une espèce de page blanche, de grande page blanche, c'est le cas de le dire, qui est capable quand même de vraiment d'avoir un souffle, d'incarner vraiment quelque chose quoi, avec ce médium cinéma. Je trouve que là, on découvre un acteur de cinéma, même s'il n'a pas de grand texte, peu importe, mais je veux dire, il est dans l'image, et tout de suite, il y a un truc exceptionnel qui se passe. Ouais. Et donc, c'est la vision d'un acteur extraordinaire, et ce qu'on retrouvera aussi dans la carrière d'Arnold. Alors lui, il n'est pas auteur, hein, donc il n'est pas comme là, il ne peut pas le faire lui-même, mais d'avoir une vision exceptionnelle de réalisateur. Et je pense que on a quand même la vision de Milius avec toute l'équipe qui est derrière, comme Ron Cobb extraordinaire, et Schwarzy, et là il y a une bombe en fait qui se passe, et quelque part c'est facile à démontrer dans la mesure où tu l'as dit Mick, les films d'heroic fantasy avant, il y avait quasiment rien, et il y aura rien de convaincant d'ailleurs avant un moment. Ce qui montre bien que le regard de Milius était quand même quelque chose d'extraordinaire. Même quand il y aura des suites à Conan avec Schwarzy, elles seront pas terribles quoi. Il faudra même attendre peut-être le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson pour avoir une autre vision de l'heroic fantasy convaincante au cinéma. Oh là là, attends, il y a Calidor quand même. Ouais, bon, on en reparlera pourtant, voilà. On va en parler, mais... Voilà, mais pour moi il y a Conan et le Seigneur des Anneaux, mais voilà, je suis peut-être pas une référence non plus. Et c'est pareil aussi au niveau du comédien, c'est-à-dire que Conan, il y a eu une autre incarnation, il y a eu un remake, et on prend pareil un bon acteur. Jason Momoa c'est un bon acteur, sûrement meilleur acteur que Schwarzenegger, mais pourtant ça fonctionne pas. Et là on a vraiment quelque chose qui pour moi est totalement exceptionnel. Et voilà pourquoi je trouve que Conan c'est vraiment quelque chose qui est un film qui est vraiment à part quoi. Il y a une force, et je trouve que
il vieillit pas véritablement, quoi. La proposition reste encore unique aujourd'hui. Ouais, bah c'est parce que aussi c'est conduit par John Milius qui est un taré, quoi. Enfin, c'est un vrai taré de la même génération que Coppola et compagnie, qui va jusqu'au bout. Il y a ce scénario d'Oliver Stone qui reprend toute l'aventure du héros, enfin le voyage du héros, qui est en gros un principe d'écriture avec 12 étapes qu'on retrouve dans les Star Wars et beaucoup de films depuis, hein, mais qui était quand même relativement novatrice à l'époque. Et c'est tout ça combiné avec surtout la vision de John Milius, il faut quand même lui redonner son crédit, quoi, qui apporte un film est colossal sur pellicule, quoi. Enfin, c'est ce qui est étonnant avec Conan, je trouve, et qu'on aura du mal à revoir aussi dans le futur, c'est de voir que ce sont des univers de fantasy, pourtant ce sont des univers littéraires quand même au départ, hein. C'est un écrivain qui s'appelle Howard quand même qui fait ça, qui était un contemporain de Lovecraft, ils étaient amis, ils correspondaient beaucoup, donc c'est pas n'importe quoi, mais c'est un imaginaire qui a été pris au sérieux. Voilà, par des vraies personnes de cinéma. Et ça, c'est le fait de prendre au sérieux un imaginaire très fantaisiste, c'est quelque chose, je trouve, qui est rare à cette époque-là et qui va le rester quand même avant un sacré moment quand même. Conan, pour moi, c'est un film d'une violence brute qui est parfaitement ancré dans son époque, avec ce personnage qui incarne dans un certain sens nouveau héros de l'Amérique qui va la sauver du chaos provoqué par les diverses crises survenues dans les années 70, comme j'expliquais tout à l'heure. Même si bien sûr on est dans Conan et dans un univers d'heroic fantasy. En plus c'est un film qui vieillit pas. Il faut dire qu'il fait plus que jamais écho à l'Amérique actuelle, hein, et à son président qu'on commence à bien connaître. C'est vrai qu'on puisse dire, ouais. Et qui tient les mêmes discours et applique la même politique que Reagan à l'époque. Et toi, Adrien, on t'entend pas beaucoup. Moi, je suis dans le silence tout simplement parce que je n'ai pas vu Conan, les amis. Ah putain. Et oui. Alors, c'est donc toi la personne qui n'a pas vu Conan. Shame. C'est pas que j'ai pas vu Conan, c'est que j'ai commencé à le regarder à un moment de ma vie, début d'adolescence, sur les conseils de mon père qui était plus ou moins dans votre mouvance vis-à-vis du film. Y a-t-il un message ? Oui, si, je pense là. Ouais. Et je n'ai pas du tout accroché. Qu'est-ce que ça s'appelle mouvance ? Non, mais je veux dire, il était, il a été choqué par le film, ça l'a traumatisé, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai commencé à regarder le film et j'ai pas du tout accroché. J'ai arrêté carrément. Voilà, mais je compte lui donner une chance, hein. Je vais le regarder, je sais que j'aimerais, c'était trop tôt, quoi, voilà, mais non, voilà, c'est pour ça que je suis un peu silencieux, c'est parce que je n'ai pas vu Conan. Dit l'homme qui vénère Cobra. Voilà. Ouais, mais parce que tu vois, j'ai fait les bons choix dans ma vie, donc j'ai d'abord fait Cobra, puis Conan ça viendra plus tard. En même temps, c'est vrai que moi, normalement, je suis Team Sly, hein. Je devrais dire, Conan, petit bras. Bah oui, il y a Rambo à côté quand même. Ah bah justement, tu fais bien d'en parler, et ça fait une excellente transition. Je mentionnais tout à l'heure le fait que les deux gros bras avaient sorti la même année 2 films, cette même année 82. Alors Stallone, lui, bien sûr, c'est le premier opus de la saga Rambo. En ville, tu fais la loi, mais ici, c'est moi. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Alors le film, on en avait déjà parlé dans un mode vidéo club. D'ailleurs, c'était toi, Max, qui en avait parlé. Je crois que c'est le tout premier. C'était Thibaut. Ah, c'était Thibaut, oui, c'est vrai. Qu'on salue. Oui, salut Thibaut. C'est un film qui est quand même très, très connu, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que c'est quand même la figure véhiculée par Rambo 2 qui est plus connue que le premier Rambo. Et malheureusement, j'ai envie de dire, parce que le plus intéressant, c'est quand même le premier. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les autres aujourd'hui. Mais le premier, c'est presque aussi brillant dans un autre domaine que Rocky. Alors Rocky me touche un peu plus parce qu'il y a un cœur, il y a une histoire d'amour, il y a plein de choses qui peuvent avoir de la résonance quand on regarde Rocky. Mais malgré tout, dans Rambo, c'est l'histoire quand même d'un vétéran brisé. Alors ça reprend un peu des codes qu'on a déjà vus dans Voyage au bout de l'enfer, ces vétérans qui reviennent, qui sont partis au Vietnam, qui avaient une moyenne d'âge de 19-20 ans, qui ont vécu l'horreur, tout comme les Vietnamiens aussi, hein, d'ailleurs, et qui, quand ils sont revenus, pensaient être considérés comme des héros, mais qui ont été considérés comme des moins que rien, puisqu'en fait, dans les médias,
les médias ont montré les horreurs qui ont été faites par les Américains au Vietnam, le napalm et des choses comme ça, avec des images ultra parlantes. On se souvient d'un Viet Cong qui se prend une balle dans la tête à un moment, figé par je ne sais plus quel photographe, mais c'est une image très marquante. Une petite fille qui court nue, qui vient de prendre du napalm et toute sa famille exécutée. Donc tout ça a été très fort dans les États-Unis, qui a été extrêmement divisé dans les années 70. Et quand les vétérans sont revenus, ils ont été complètement hués. Et c'est quelque chose qu'on voit dans Voyage au bout de l'enfer, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans Forrest Gump, et qui est aussi le personnage de Rambo dans le film, qui se retrouve comme ça, pris à partie par des flics un peu réacs, qui considèrent que ce mec était un boucher, quoi, et qui va prendre le dessus sur cette police, parce qu'il a été aussi programmé pour ça, pour se battre dans un terrain hostile et que personne n'arrive à sa cheville. Mais le final du film montre combien il a été brisé aussi. C'est-à-dire c'est une machine de guerre, mais contrairement à Schwarzenegger, Tim Sly, le mec montre qu'il a un cœur qui a été complètement cabossé, quoi. Et vraiment la tirade de fin, moi, elle me fout soit des frissons, soit elle me met les larmes aux yeux systématiquement. Même quel que soit le nombre de fois que j'ai vu le film, à chaque fois, c'est quand même hyper remuant, que ça soit en VF ou en VO. Tu continues à cause de vous? C'était pas ma guerre. Et je suis revenu dans le monde. Et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Je vais rebondir, Mick, parce que tu mets le doigt sur quelque chose en début de ton retour, de ton avis, qui perturbe aussi fortement le film. Et quelque part, c'est peut-être plus facile de le voir maintenant ou de le voir à l'époque, mais moi, quand je rencontre le film, on va dire ça, moi je suis trop jeune, donc il faut que j'attende un petit peu, et donc je ne peux pas le voir, donc c'est des posters, c'est d'autres choses aussi, tout ça, ça se mélange, et très vite, Rambo 2 arrive, et Rambo 2 incarne tout d'un coup autre chose. On va en parler après, mais on peut quand même tout de suite dire qu'il y a un prisme politique qui va s'emparer du personnage. Ça va devenir quand même quelque chose d'extraordinaire et puis de massif. Je veux dire, Rambo, c'est devenu presque un gag, ça a été multi-parodié, ça a été vraiment, c'est une imagerie qui est devenue énorme, le personnage musclé qui regagne la guerre du Vietnam à lui tout seul, ce qui était un peu le cliché. Ouais. Et moi, c'est quelque chose, j'ai 10 ans quand il y a Rambo 2 qui sort, mais je sais que c'est quelque chose que je déteste, en fait, que j'aime pas. Cette politisation des choses, c'est même plus du soft power à ce niveau-là, quand même. Moi, c'est quelque chose que je vais très vite rejeter. Et comme le premier Rambo, quelque part, il va être aggloméré à tout ça, moi, il va me falloir du temps pour comprendre que Rambo 1, c'est pas la même chose que Rambo 2, quoi. Et que ce qui va arriver derrière, c'est que le personnage, quelque part, il a été même, pour moi, profondément contredit, d'ailleurs. Donc, Rambo, c'est un film que je veux pas voir. Pendant très longtemps, je veux pas le voir. On me dit, mais si, il faut absolument que tu le regardes, c'est extraordinaire, c'est pas du tout ce que tu crois. Donc effectivement, je le loue un jour dans mon vidéoclub et je vois le film. Je vois que c'est un film qui est très critique sur la guerre, c'est l'humain, ça raconte l'humain brisé par la guerre, ce qui est pour moi ce que raconte le film de guerre, parce que le véhicule propagandiste derrière tout ça, moi c'est quelque chose, quelle que soit l'origine des films, qui me gêne. Voilà, j'étais jeune, maintenant ça m'a toujours gêné, de manière épidermique, je suis pas comme ça. Quand on dit que Arnold Schwarzenegger représente l'Amérique invincible, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, Arnold Schwarzenegger représente l'imaginaire invincible. Parce que pour l'instant, Schwarzenegger, Conan et dans les autres films qu'on va voir, qu'on va parler dans les années 80, il incarne plutôt des mythologies, des films de genre, des robots, des choses qui n'existent pas. Donc pour moi, délié quand même du rapport concret de la politique des États-Unis à cette époque-là, ce qui n'est pas le cas de Rambo, qui est un personnage qui va devenir une espèce d'incarnation de totem, quoi, de politique de droite. Donc voilà pourquoi c'est une découverte qui est très contrariée chez moi.
Et parce que malheureusement, la récupération du personnage, et puis Rambo, quoi, je veux dire, c'est tellement devenu une marque, c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup contrarié la découverte de ce premier film. Il faut le revoir maintenant que les époques sont plus les mêmes, pour vraiment bien comprendre à quel point ce premier Rambo est un film absolument extraordinaire. Puis en plus, même en termes d'action, c'est assez incroyable, hein, les cascades. C'est extraordinaire. Moi, je rejoins un peu Eric sur ma découverte de Rambo. C'est que moi, je l'ai découvert à un moment qui n'était pas le bon finalement, contrairement à Cobra. On va compter le nombre de fois où tu auras cité Cobra dans cet épisode. Je suis là pour ça. Non, alors du coup, moi j'ai découvert Rambo à un moment où j'ai pas trop compris Rambo et où du coup je me suis fait chier la première fois que je l'ai vu. Loin du coup du côté. Oh mon Dieu. Ouais, ça va être atroce. Ça va être très dur pour vous cet épisode, mais voilà. Ça pique tellement. Non, mais en même temps, je comprends parce qu'il y a quand même des phases qui sont, il y a des passages d'action incroyables avec la moto, la chasse dans la forêt, tout ça. Mais il y a des passages un peu plus calme, vraiment calme et tout ça. Bah oui, et surtout quand tu le découvres en 2012, 2013 et que moi Stallone je le connais vraiment pour des trucs d'action vraiment bourrin et bas du front, mais c'est que après que j'ai commencé à me rendre compte de l'intensité de Rambo en fait, et là d'être vraiment touché. Et en fait c'est très récemment, d'ailleurs il faut que je le revoie aussi, mais c'est très récemment que j'ai pris l'ampleur de Rambo. Et en fait finalement Rambo 2, parce que effectivement on est complètement à l'opposé en termes d'image, etc. Rambo 2, moi j'en ai rien à foutre en fait, complètement rien à foutre. Ça m'a pas du tout marqué, pourtant même réel que Cobra, mais je suis vraiment resté accroché pour le coup au premier. Et la claque est restée, même si elle a pris du temps à venir. Maintenant je suis rentré dans le droit chemin. C'est marrant parce que même si je le porte pas spécialement dans mon cœur, je vais finalement être peut-être, ou même sûrement, le seul à défendre un minimum Rambo 2. Je dis bien un minimum, hein. Mais tout ça, j'en parlerai plus tard. Alors, je crois que je l'ai raconté déjà dans l'épisode 5 de nos épisodes en mode vidéo club, dans lequel on revenait assez largement dessus. Mais le premier Rambo, je l'ai découvert en vidéo en 85, et j'avais 11 ans donc, et j'avais adoré. Alors bien sûr, j'étais trop jeune pour comprendre le contexte du retour des vétérans du Vietnam, de leur rejet, tout ça. Mais par contre, j'ai vu un film sur une injustice. Et ça, c'est un sentiment qui a toujours été très fort chez moi, le sentiment d'injustice. Et c'est le rejet de cet homme qui n'a rien fait, qui demandait juste à se poser, à manger un truc, à passer son chemin, qui m'avait profondément marqué. Pour le reste, vous avez déjà largement vanté les qualités du film, qui reste pour moi, avec plusieurs épisodes de la saga Rocky, l'un des meilleurs films de la filmo de Stallone. Après ces deux films majeurs qui vont marquer leur carrière respective, les deux hommes vont tomber provisoirement dans une certaine facilité en tournant chacun une suite de leurs précédents succès. Stallone se lance dans le 3e épisode de Rocky, quand Schwarzenegger réendosse déjà le costume de Conan. Alors on en parle de cette suite de Conan où on fait l'impasse tellement elle est quand même très très en dessous du premier. D'ailleurs j'en profite pour préciser qu'on va faire l'impasse sur certains films de leur filmo. Pour une question de temps d'abord, même si on aurait pu peut-être notamment parler de films très sympas comme Les Faucons de la Nuit, avec Stallone, mais aussi car certains films, pour nous en tout cas, ne méritent pas forcément qu'on s'y attarde, voilà. Moi, j'aimerais juste parler d'un truc, juste parce que Conan le Destructeur, j'ai pas d'autre chose à dire que c'est nul, juste nul, quoi. C'est nul à chier. Si vous voulez le voir entre copains pour rigoler, soirée nanar, éventuellement, pourquoi pas. Mais quand même, il y a quelque chose que je remarque, c'est que Conan le Destructeur, c'est nul et ça permet de se dire à quel point Conan le premier est extraordinaire. Donc c'est un film nul qui gorge l'original quand même d'encore plus de qualité, alors qu'on parlait de Rambo 1 et 2 par exemple. Rambo 2 pour moi c'est très difficile et en fait ça abîme le premier Rambo. Donc je me permets juste quand même de souligner cette dynamique entre les films de Sly et Schwarzy pour justifier aussi mon équipe, quoi, quand même, parce que là, ça commence très mal cette émission. Tout le monde adore Stallone, quoi, donc il faut bien que je trouve des arguments. Alors, j'en ai pas parlé volontairement, justement pour pas affaiblir notre team,
Mais un an après, Schwarzenegger il tourne Kalidor, encore un autre film d'heroic fantasy qui est lui aussi une véritable bouse. Et je sens, Mick, que toi t'as quand même envie d'en parler. Non, bah là, oui. Alors, il faut préciser que Conan le Destructeur et Kalidor, ce sont deux films qui sont réalisés par Richard Fleischer. Et Richard Fleischer, c'est quand même un super papa du cinéma, parce que c'est celui qui est derrière Les Vikings, Terreur aveugle, Les flics ne dorment pas la nuit, des films comme ça, qui sont des super films, vraiment. Super film. L'étrangleur de Boston, enfin c'est tout ça, c'est génial. Ah ouais, génial. Mais c'est vrai que là, on est un peu à la fin de sa carrière. Je pense qu'il a dû, je connais pas bien les anecdotes de tournage de Conan le Destructeur et de Kalidor, mais je pense que Dino De Laurentiis y est pour quelque chose aussi. C'est sûr. Peut-être dans les moyens alloués. Et je pense que si Fleischer, même si, comme il était en bout de carrière, je sais pas quel âge il avait, mais il devait avoir 70 ou 80 ans, c'est pas la même chose qu'un gars qui a 30 ans comme John Milius, donc il y a quand même peut-être des convictions dans le matériau brut et tout ça qui sont peut-être pas les mêmes, et donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est raté, mais c'est assez incroyable parce que voilà, on dirait des films presque Z, enfin au même moment que Kalidor, tout ça, il y a des films italiens, les Hercule de aide-moi Max. Luigi Cozzi, les Hercule de Luigi Cozzi qui sortent et tout ça, alors que moi j'adorais quand j'étais gamin parce que ça mêlait un peu SF et puis Peplum, mais qui sont très difficiles à revoir aujourd'hui, à part c'est impossible à regarder. Voilà, à part avec une bonne bière dans les mains et quelques potes autour, mais sinon ça ne traversera pas le 20e siècle. Mais c'est bon, c'est un peu dommage, ça aurait dû être autre chose, parce qu'en fait, ça nous a privés aussi d'une saga potentielle avec Conan, Conan devait être le premier d'une longue saga, alors je sais plus si c'est 6 ou 9 films, et c'est dommage parce finalement, ça a tué dans l'œuf tout espoir. Même s'il y a un espoir qui a été ravivé plus tard, quand Schwarzenegger était déjà un peu plus âgé, mais finalement je pense que ça ira jamais plus loin. Et Kalidor, c'est ni fait ni à faire, mais il y a la présence exceptionnelle de Birgit Nilsson, qui est dans la team Sly en fait, puisque c'est la femme de Stallone à la même période, il faut quand même le dire. Voilà, à l'époque, qu'on voit aussi dans Le flic de Beverly Hills 2. Et Cobra. Et Cobra. Oui, magnifique. Je me suis dit, j'ai essayé de parler très très vite pour pas qu'il la place, mais bon, il l'a quand même placé, quoi. Je suis en train de mettre des barres, une fois, 2 fois, 3 fois. Des marqueurs. Et toi, Adrien, tu les as vus, Kalidor et Conan le Destructeur? Évidemment, je les ai pas vus, du coup. Bah oui, évidemment, parce que je n'ai rien vu à part Cobra. Mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Non, je les ai pas vus du tout. Mais en fait, ça m'attire vraiment pas. Alors vous me hypez, mais ça m'attire vraiment pas. Je suis pas du tout dans ça. En plus, je sais pertinemment qu'on est en train de te hyper parce que t'aimes bien ce genre de film pourri, en fait. Non, mais peut-être que je vais aimer, mais en fait, c'est le décorum qui ne me fait pas, me donne pas envie. Mais non, faut que je m'y mette. C'est vrai que là, pour le coup, moi, j'étais beaucoup plus frappé par Terminator que par tout ça. Je dois l'avouer, côté Schwarzy. T'inquiète, on va en parler dans pas longtemps. Tu vois, Adrien, si ça te fascine ce genre de film, va directement au fond du fait-tout, voir les Barbarians, qui est pour moi le négatif. Ça, je l'ai vu. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est tellement logique. Mais ça, je l'ai vu, mais dans le cadre du travail. C'est pour moi le négatif, c'est de l'autre côté du trou noir de Conan le Barbare, et en même temps, c'est intéressant de voir les deux. C'est ce qu'on peut faire de pire, et dans l'incarnation de sportifs culturistes qui passent à l'acteur, parce qu'on pourrait se moquer de Schwarzenegger sur cet aspect, on peut voir qu'il faut quand même du talent, parce que quand on n'en a pas, et quand on est juste bon à lever de la fonte, ça donne les Barbarians x2, parce que c'est 2 jumeaux, et quelque part on vous le conseille, quoi, parce que encore une fois, pour se rendre compte à quel point certaines propositions, voilà. Ça vient de ressortir en plus. Bah oui, j'imagine en 4K. Et dire que j'ai vu les Barbarians au cinéma. Ah bah il y a des gens, voilà, c'est ça. Et moi je crois aussi l'avoir vu au cinéma, en cinéma en plein air à Bormes-les-Mimosas, mais je suis plus très sûr, c'est un peu flou dans ma mémoire. Les Barbarians à Bormes-les-Mimosas. C'est la suite, ça pourrait faire une super suite.
avant de passer à Terminator, juste un petit mot sur juste Rocky 3 parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais le Rocky 3 c'est un petit shift dans la saga, c'est un film que Stallone veut pas faire quand il arrive, mais il propose une somme considérable pour être payé pour pouvoir le faire et tout ça, et finalement la prod dit ok parce que c'est tellement une poule aux œufs d'or parce que le deuxième a cartonné comme je le disais tout à l'heure, que donc il se relance, mais il y croit pas trop étrangement, et pourtant moi je trouve que le film marche très très bien parce que le méchant est charismatique, hein, c'est Mr. T, hein, qui est un gars qui avait été repéré dans une émission télé qui s'appelle L'homme le plus fort du monde ou quelque chose comme ça, et il a une vraie gueule, il se passe un truc quoi, c'est autre chose qu'Apollo, c'est une autre dynamique, c'est un mec complètement haineux, hargneux. Tu te tires pendant qu'il est temps. C'est pas une statue qu'il faut lui donner, c'est une paire de couilles. J'avais dit que j'en reviendrais. T'as eu ta chance, donne-moi la mienne. Ah, va te faire foutre, toi. Ouais, vieux débris, ta gueule, je voudrais. Raconte plutôt à tout le monde pourquoi tu veux pas te battre avec moi. C'est de la politique. Ils veulent me fermer la gueule. Ils voudraient m'empêcher. Ils veulent pas qu'un homme comme moi soit champion parce que moi je suis pas un pantin comme lui. Je trouve que tu vas un peu fort. Eh ben viens te faire taire, Balboa, viens, allez, t'as peur. Et en fait, la mort de son mentor, Mickey, fait vraiment la force du film émotionnel en fait. Il y a un truc qui se passe à ce moment-là, et puis le personnage perd l'œil du tigre, hein, c'est le titre, le sous-titre de la séquelle. Et cet œil du tigre, il va le rattraper en retournant à la source, hein, dans les bas-fonds new-yorkais qu'a connu Apollo Creed. Il va être entraîné par Apollo Creed qui change de... Los Angeles. À Los Angeles, pardon, oui, j'ai dit New York, pardon. Et il change complètement de statut dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il passe de l'antagoniste, quelque part, à justement le bon copain et tout ça, qui servira d'ailleurs pour les autres, pour le film d'après. Et le film, moi, j'adore ce film-là aussi, quoi. C'est-à-dire que j'adore le premier est intouchable, et le 3 n'arrive pas au même niveau que le premier, c'est certain. Mais c'est un film sur lequel je suis très attaché. Donc, je l'avais découvert au cinéma avec ma tante, je l'ai vu 2 fois de suite, c'est un truc où je suis attaché, mais au-delà de ça je trouve que malgré le fait que ça soit une suite non désirée par Stallone, elle a encore du cœur, ça marche encore. Et il y a un très beau monologue d'Adrian sur la plage suite au passage qui est devenu un mème sur internet avec Apollo et Stallone qui se frottent comme ça au-dessus de la mer, etc. Ouais, et pourtant moi j'adore cette scène, moi je le vois vraiment au premier degré, mais bon, ouais, voilà, on sait. Tu peux y aller, Adrien, voilà. Mais voilà, le monologue d'Adrian, il est vraiment très 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 fort, et même ce que raconte Stallone, voilà. J'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable, quoi? De l'argent, et puis des voitures, ou même la maison. Tout ce qu'il faut on l'a, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité, dis-le-moi? J'ai peur. T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. Et on est vraiment hyper content quand Stallone remonte sur le ring et qu'il flingue Clubber Lang, donc joué par Mr. T en face, parce que c'est un personnage qu'on a adoré haïr, quoi. Et petit fun fact, hein, la musique Eyes of the Tiger de Survivor a été faite parce que à la base Stallone voulait une chanson de Queen, Another One Bite the Dust. C'était celle qui était prévue pour accompagner la BO du film, et puis comme il en a pas réussi à avoir les droits, même si je crois que Queen était partant. Finalement, il a contacté Survivor. Mais fun fact supplémentaire, la musique qui a failli se retrouver sur la BO, c'était la musique qu'on entend sur le final du tournoi de Karate Kid. You're the best. Et en fait, pour je ne sais quelle raison, elle a pas été retenue au profit de Survivor, mais tant mieux pour nous parce que ça reste quand même une musique iconique. Je compte sur toi, Max, pour la passer. Bah tu vois, il suffisait de demander. Oh là là. Bon, comme toi, Mick, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, même si je trouve qu'il est un tout petit peu en dessous des 2 premiers en termes d'émotion. Ce que j'aime surtout, c'est que c'est un film sur le retour aux sources, sur la résilience, sur l'abnégation, et l'idée de toujours garder l'œil du tigre, justement. Alors, pour le coup, Rocky 3, pour moi, il marque un tournant dans la carrière de Stallone.
Justement, il s'inscrit parfaitement dans son époque, dans cette Amérique réganienne revancharde. Si tu fais le parallèle, le pays comme Rocky, il a été affaibli par le Vietnam, le Watergate, la crise économique, mais il veut maintenant retrouver sa puissance, son fighting spirit. Donc c'est pour ça que je pense et je trouve que la politisation pro-réganienne du cinéma de Stallone débute finalement avec ce film. Voilà. Bon, j'imagine, Adrien, que celui-là non plus, tu l'as pas vu. Oh, fumier. Il était pas né. Si, alors moi j'ai vu Rocky 3, je me suis fait tous les Rocky à la suite, donc voilà, et j'ai beaucoup pleuré, parce que Rocky c'est des films qui me touchent énormément et dont j'ai besoin régulièrement. Mais moi j'aimerais juste, parce que là faut qu'on parle sérieusement, puisque Mick... pas de Cobra, non, mais parce que ça arrive, on n'est pas loin. Parce que vu que Mick arrête pas de dire que le premier, voilà, indétrônable, machin. Si on parle sérieusement, Rocky 3 c'est quand même le début du nouveau souffle de Rocky, c'est quand même là, pour moi Rocky 3 c'est là où ça commence vraiment, quoi. Soyons honnêtes, c'est ici qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais sortez-le. Non, mais si tu prends ça vraiment comme un spectacle. Oui, objectivement parlant, c'est très bien, hein, mais le 1 et le 2 sont très touchants, etc. Mais Rocky 3, on est là, quoi. Ça y est, ça commence. Faux cul. Non, j'attends le 1 et le 2, mais c'est vrai. Typiquement, en l'ayant montré à ma copine, le 1 c'est pas possible, quoi. Le 2 non plus, c'est un peu la sieste aujourd'hui. Oh là là. Tu vois, je sais que c'est intense pour vous et que voilà, mais le 3 a quand même ce peps qui va plus le lâcher finalement, même jusqu'à Rocky 5, un des meilleurs. Non, mais, ça là, je te suis pas trop là. Attends, le reste, bon, je peux t'accompagner. Le 5, c'est quand même. Non, 3-4. Mais en tout cas, oui, non, Rocky 3, ça on a vraiment notre sidekick gênant. Non, je suis sûr que beaucoup vont se retrouver. Je suis la voix de l'objectivité. En plus, avec une mauvaise foi. vous la jouez trop cinéphile. Oui, le 1 c'est parfait, nanana, le 3 c'est... Voilà, Alors, à ta décharge, je l'ai montré à ma fille l'année dernière. Et je l'ai peut-être survendu en lui disant, voilà, parce qu'elle me dit, avant que je lui mette, elle me dit, je suis pas fan de la boxe, quoi. Donc je dis, ouais, mais c'est pas un film sur la boxe, c'est sur autre chose et tout ça. Et effectivement, alors moi j'étais à fond dedans, mais à la sortie, quand elle a terminé le film, parce qu'elle termine toujours les films même si elle aime pas, et donc à cette époque-là, elle avait 15 ans, et elle m'a dit, ouais, franchement, j'ai pas accroché, en fait. Tu parles du 3 ou du premier ? Du premier. Oui, bah oui. Voilà. Non, c'est pour ça que je l'ai à ta décharge. Mais ensuite, je lui ai dit, mais il faut que je te montre le 3e. Parce que, à mon avis, ouais, c'était trop tard. Voilà. C'est parce qu'elle m'a dit, non, c'est bon. Vieux con. J'assume. Et toi, Eric, t'en as pas parlé de Rocky 3 ? Non, j'ai pas grand chose à dire, moi, sur Rocky 3. Moi, je suis... C'est l'inverse d'Adrien. Moi, c'est Rocky 1, Rocky 2... aussi peut-être, mais à partir du 3, ça parle de boxe en fait, et moi la boxe je m'en fiche un peu, et puis aussi les success stories, moi tout ça c'est pas des choses qui me parlent, au contraire, et je trouve que Stallone il n'est jamais meilleur que quand il est justement, quand il mord la poussière, quand il est brisé, etc., quand il raconte autre chose. On en a parlé pour Rambo, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des parties de sa carrière, à mon avis, qui sont vraiment très intéressantes, ce prisme-là. Et Rambo 3, c'est une ascension vers quelque chose que j'aime pas tellement. J'en ai pas des grands souvenirs, je l'ai pas revu pour le podcast, mais ça amorce quelque chose qui moi va me gêner particulièrement pour la suite, mais je réserve mes arguments pour tout à l'heure. Donc j'ai pas grand chose à dire. Moi c'est pas quelque chose qui me touche, quoi. Et c'est vraiment le décalque d'Adrien, quoi. Comme quoi on va dire les goûts sont dans la nature, au-delà du choc des générations. Et voilà, c'est un film que je respecte, j'ai pas de problème avec ce film, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir ? Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle ? Ça peut durer longtemps, on n'est qu'à attendre, il y a un banc là. Je reviendrai.
Bon, on bascule dans les années 84-85 et sort à ce moment-là sur les écrans ce qui deviendra le rôle majeur de la carrière de Schwarzenegger. Bien sûr, c'est Terminator. Ah bah oui. Oui, le seul. T'es vraiment un charron, toi. Non, mais j'essaye de défendre mon bout de gras. En même temps, toi, tu joues bien le jeu des oppositions entre les deux teams. Oui, c'est vrai qu'on est team slime. quand même. Il faut Oui, qu'on mais démonte, toi, tu t'es perverti, toi, ça y est, les muscles t'ont échauffé, ça y est, c'est fini, on t'a perdu. Pendant combien de temps tu vas le laisser faire? Non, mais je laisse, c'est normal, c'est ma team. Je laisse faire. Moi, je suis comme ça, moi. À la vie, à la mort. Alors, perso, je l'ai pas vu en salle, celui-là, mais en VHS, c'était au courant 85, je crois. Pareil. Et franchement, à l'époque, pour moi, ça a été un véritable choc. Pourquoi ? Parce que j'avais jamais vu un film pareil. Ah ouais. Le look du perso, le ton froid, presque clinique du film, cette tension permanente, et puis Schwarzenegger, le mec il débarque du futur, il dégage tout de suite une puissance de malade. Sarah Connor. Ce robot à l'apparence humaine, faut dire qu'il me faisait flipper, et en même temps je pouvais pas m'empêcher d'être fasciné par ce que je voyais. Alors pour en revenir au fond, à ce moment-là, moi je voyais pas encore les sous-textes politiques. Je prenais juste le film comme un énorme film de science-fiction totalement dingue, hyper moderne, mais absolument rien de plus. Qui était votre ennemi déjà? Des machines infernales mues par microprocesseurs, conçues pour le Strategic Air Command par Cyberdyne System. Mais si aujourd'hui tu le remets dans le contexte de l'Amérique réganienne, Terminator, il y a une certaine logique à ce que ce film débarque à ce moment-là. C'est l'époque où les États-Unis veulent se rassurer sur leur puissance, et surtout, c'est l'époque où la peur de la guerre nucléaire avec l'URSS est hyper présente. Et Terminator, c'est l'incarnation de cette peur froide, avec cette machine venue du futur, incontrôlable, sans émotion, qui détruit absolument tout. Il y a eu une guerre nucléaire qui a eu lieu il y a quelques années. Et tout ceci, cette ville, tout ça, n'existe plus. Il n'y a eu que très peu de survivants. Bon, voilà, on pourra en reparler si vous voulez. Mais pour ce qui est de ce premier Terminator, que j'adore toujours aujourd'hui, mais avec le temps, je vous cache pas que je préfère sa suite, que je trouve pour le coup beaucoup plus ancrée, en tout cas plus ancrée que jamais dans l'époque actuelle. Forcément, Skynet, tout ça, ça j'en parlerai plus tard, quand on abordera cette suite. On va y venir, et aussi d'un point de vue purement cinématographique aussi, quoi. Le premier Terminator, il a quand même pris, il faut le reconnaître, un petit coup de vieux. Par contre, le 2, il a pas pris une seule ride pour moi, quoi. On sera toujours pas d'accord, c'est un truc de fou. Moi, perso, Terminator, c'est la grosse claque aussi, quand je le découvre, bien plus tard, évidemment, que vous tous. Mais non, grosse claque. Mais je préfère le 1 quand tu dis que tu préfères le 2. Après, je comprends le truc, mais pour le coup, là, moi, je trouve pas que ça ait vieilli. Et ça me gêne pas du tout de le revoir aujourd'hui. Il y a 2-3 trucs, un chouïa limite, mais l'intensité du truc et le fait que pour moi c'est un film d'horreur en fait, complètement au-delà d'être de la SF. Et c'est ça que je préfère justement. Et c'est pas vraiment dur de dire que c'est mon Schwarzy préféré, quoi. Moi, Terminator, je le découvre un peu comme toi, Max. Aussi pareil, VHS qui devient accessible, tout ça à l'achat. Moi, je suis totalement bluffé. Ça me retourne. Je trouve ça génialissime. C'est tout ce que j'adore dans la SF, tout ça. Puis avec plein d'idées qui aujourd'hui ont été absorbé par le cinéma de science-fiction, mais les boucles temporelles, les passages dans le temps, les exosquelettes, tout ça en fait, c'était hyper novateur d'une certaine manière dans le film, bien plus marquant presque que Star Wars par exemple. Et moi je trouve que le scénario est brillant à tous les niveaux, quoi. Tous les niveaux. Je préfère même le premier au deuxième, même si le deuxième a un plus gros budget, il est plus soigné, il vit mieux le passage du temps, il faut le reconnaître, parce que même quand on le regarde encore aujourd'hui, il est sur un standard qualitatif, un visuel qui ne déparaît pas, bien au contraire avec ce qui se fait aujourd'hui, mais je trouve que le scénario du premier est tellement génial que moi, même si on voit des petits défauts, la stop motion pour le robot vers la fin, des petits trucs comme ça, la réparation du bras, etc., qui fait un peu latex et tout, moi ça me gêne pas parce que il y a aussi l'univers, il y a le look années 80 qui parfois est super et parfois
un peu compliqué sur les coiffures, notamment de Linda Hamilton. Mais bon, c'est vraiment un épiphénomène parce que le film, moi, je le trouve vraiment mortel. Et puis ça a été fait avec un tout petit budget, je crois que c'est 8 millions de dollars ou un truc comme ça. C'est vraiment rikiki. Et bon, après, moi, je ne pourrais que tarir d'éloges James Cameron. De toute façon, on est tous obligés de tarir d'éloges James Cameron, y compris sur Titanic. Mais... Ça va être dur, mais bon. Mais voilà, moi, Terminator 1, c'est un peu comme Conan. C'est pas pour la même raison, mais c'est un peu comme Conan. Ça reste des chocs cinématographiques, malheureusement pas vus en salle pour ma part, mais qui sont vraiment marqués au fer rouge dans toute ma cinéphilie. Bah, moi, Terminator, pareil, c'est des films, on vient aussi peut-être d'une époque où c'est des films qu'on s'est pris très fortement dans la tronche. Moi, dans mes souvenirs de la découverte du film, comme j'étais trop jeune, je pouvais pas le voir au cinéma, et même à la sortie VHS, j'avais encore pas l'âge, c'était interdit au moins de 13 ans à l'époque, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, voilà, moi, il fallait que j'attende encore un petit peu. Mais je me souviens de la fascination, de la sidération, le côté glacial de voir donc Arnold Schwarzenegger dans cette machine avec la musique, comme c'était passé au Festival d'Avoriaz, si je dis pas de bêtises. C'était à l'époque où il y avait des sujets dans les JT de France Télévisions, etc. À l'époque Antenne 2 qui diffusaient des gros extraits, des gros pavés comme ça en pleine heure de grande écoute, avec des extraits de Terminator que j'avais vus quand j'étais donc enfant. Ça m'avait vraiment à la fois terrorisé, fasciné, et l'acteur donc Schwarzy était un effet spécial à lui tout seul, quoi. C'était incroyable. Ouais. Et donc je trépignais et en même temps je craignais de le voir, et donc quand j'ai pu le louer en cassette VHS dans mon vidéoclub, enfin c'était tellement sidérant cette vision là que forcément je pense qu'on s'est tous fait avoir aussi. On pensait que tout le film c'était ça. Et c'est là où on ne connaissait pas James Cameron à l'époque, on se prend aussi dans la tronche que aux manettes de cette série B, il y a un réalisateur d'exception, et que le film il en a mais sacrément sous le pied, quoi. Donc on le découvre, il est super bien écrit, il est super bien mis en scène, c'est très très exigeant en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, alors que le budget est quand même rikiki, donc on en a vraiment plein les mirettes, on a plus que pour notre argent. Et en plus le film en a sous le pied parce que Schwarzenegger finalement, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment un acteur, ce que je disais tout à l'heure, qui incarne quelque chose au cinéma, mais qui bouffe pas le film non plus, parce que il disparaît quand même sur le final du film, et le film, il y a d'autres choses, l'exosquelette qui arrive, mais c'est un moment mais prodigieux, quoi, et ça relance une pièce, quoi, enfin c'est un roller coaster de malade quand même, Terminator. Et donc effectivement tout a été dit sur ce film. Ça, il y a voilà, c'est vraiment des souvenirs, je trouve, d'enfants, d'ados qui émergent en même temps qu'une œuvre pareille, qui est quand même un game changer qui est énorme. Donc voilà, je pense que c'est absolument intouchable. Moi personnellement, je préfère le premier aussi, parce que le côté film d'horreur que cite Adrien, mélangé avec de la SF, mélangé avec tout ça, et la proposition de l'époque, je trouve ça tellement fou. Et j'aime bien les trucs un peu bricolés, mais donc je préfère aux deux, mais en même temps, quand Max dit que son préféré c'est le 2, enfin je peux qu'acquiescer, quoi. Je pense que c'est qu'une question de goût, tellement le 2 personne n'est parfait, incroyable, quoi. Non mais c'est incroyable, et ce que ça propose est dingue aussi, quoi. T2, c'est pour le coup une réflexion plus poussée sur la technologie qui échappe à l'homme, sur les dérives de l'IA, sur cette obsession humaine à vouloir tout automatiser, à tout contrôler, jusqu'à créer notre propre fin. Skynet, c'est littéralement une IA qui devient consciente et qui décide que l'humanité est le problème. Et quand tu regardes où on en est aujourd'hui, Terminator 2, ça te parle encore plus de nos jours. Et en plus, t'ajoutes à cela un film visuellement parfait qui met une claque à un bon nombre de blockbusters actuels. Voilà, bon, j'en garde quand même un peu sous le coude quand on en reparlera plus longuement. Comme il dit Eric, c'est pas, voilà, c'est logique, et d'ailleurs c'est souvent le film préféré de la saga de plein de gens, enfin de 80% des gens, quoi, parce que il est tellement de la masse, incroyable, quoi. Ouais. De la plèbe. Non, il est tellement incroyable, c'est sûr. Voilà. Quelle condescendance.
Mais comprends. je reconnais... Quel mépris. Moi, je reconnais la supériorité du 2 sur plein de domaines, notamment techniques, etc. Mais je suis vraiment attaché au premier pour plein de raisons. Et parce qu'il a aussi la structure du film d'horreur. Et un des motifs, d'ailleurs, qu'il a repris du film d'horreur, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Eric, c'est les multiples fins. C'est-à-dire que ça, on était très peu habitués dans le cinéma un peu d'action, blockbuster, etc. C'est-à-dire le méchant qu'on croit mourir, mais non, il revient, etc. Alors si, il y avait un méchant comme ça dans Horreur dans la ville avec Chuck Norris qui est sorti 2 ans plus tôt. Ah oui. Avec le mec qui revient. En fait, c'est Chuck Norris qui s'affronte qui se bat contre l'équivalent de Michael Myers, si vous voulez. De Halloween. Et donc le mec il est indestructible, etc. Et effectivement il y a plusieurs fins comme ça. Mais bon, dans le registre de science-fiction un peu blockbuster, même si on n'appelait pas ça comme ça, c'était assez inédit aussi. Et surtout très malin dans l'écriture. Donc voilà. Eh bien messieurs, c'est là que s'achève la première partie de ce duel de titans. On a abordé la carrière de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger sur la période 1970-1984. La prochaine fois, on reviendra sur les années 85 à 95, en voyant toujours comment leurs films ont évolué à travers l'histoire de l'Amérique de cette époque. Merci Mick. Merci à toi. Merci Adrien. Merci, allez voir Cobra. Merci Eric. Merci, et Schwarzy Forever, bien sûr. Et moi c'est Max, et on se retrouve très vite pour la suite. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.